Alors vraiment, ravi qu'on se retrouve pour cette deuxième séquence de notre première semaine de notre MOOC autour de la cybersécurité. Pour cette deuxième séquence, on va s'arrêter quelques instants sur des vérités élémentaires, quelques notions de base qu'il est important d'avoir à l'esprit. Et on va commencer par quelques définitions. Tout d'abord, la cybersécurité, c'est quoi? La cyberdéfense, c'est quoi? Ayez déjà en tête que globalement, la cybersécurité regroupe l'ensemble des problématiques. Et la cyberdéfense est un volet de la cybersécurité. En matière de cybersécurité, il y aura toujours derrière une notion de malveillance, une notion d'attaque. Je veux faire du mal à quelqu'un ou quelque chose. Contrairement à la SSI, sécurité des systèmes d'information, on va être plutôt sur le registre de l'erreur ou de la négligence, le fameux bug informatique. Alors en France, on aime passer beaucoup de temps à discuter autour de définitions. Moi, j'en ai trouvé deux qui me paraissent les plus simples autour de la cybersécurité. D'abord, la cybersécurité, c'est la protection des données numériques. Et rappelez-vous, nous sommes nous-mêmes en train de devenir des données numériques. Nous valons ce que valent nos données. Et, si vous voulez encore plus simple, cybersécurité égale sécurité numérique. Enfin, derrière la cybersécurité, il y a toujours une notion de prévention. On va essayer de prévenir les attaques. Si on passe maintenant à la cyberdéfense, derrière la cyberdéfense, derrière cette notion, il y a une organisation. Comment est-ce qu'on s'organise pour assurer la défense face à la menace cyber? Organisation de la défense face à la menace cyber, c'est ça la cyberdéfense. Et pour assurer ça correctement, il faut un monitoring permanent de ces systèmes, de son outil de production. Donc derrière cyberdéfense, on va plutôt être dans la réaction. Je suis attaqué. Qu'est-ce que je fais face à l'attaque? Et comment je suis organisé pour réagir face à l'attaque? C'est ça la cyberdéfense. Maintenant, quelques chiffres. 2, 3, 7. Vous voyez, c'est pas très compliqué, mais si vous retenez ça, ce sera déjà très bien, en particulier le 2 et le 3. Le 2. Peut-être que vous vous rappelez de ce film, Le Bon, la Brute et le Truand, en 1966. Clint Eastwood, le Bon, dit « Le monde se divise en deux catégories. Il y a ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. » Ça a très souvent été repris par la publicité. Eh bien, en matière de cybersécurité, le monde se divise vraiment en deux catégories. Ça a l'air très simple ou simpliste, voire manichéen de dire ça. Malheureusement, c'est vrai. Il y a d'un côté les gens qui veulent vous attaquer, et ils sont de plus en plus nombreux, et de l'autre, tous ceux qui veulent vous protéger. Dans le jargon, on dirait les black hats, les chapeaux noirs, ceux qui veulent vous attaquer, les white hats, les chapeaux blancs, ceux qui veulent vous protéger. Évidemment, nous, à l'Université Bretagne Sud, on est là pour former des gens, former des étudiants à protéger. Donc d'abord le 2. Ensuite, le 3. Alors auparavant, on était sûr de deux choses dans la vie. À votre avis, quoi? Eh bien tout d'abord, malheureusement, on est sûr qu'on va mourir. C'est pas très gai, me direz-vous. Mais rappelez-vous ce que je disais en introduction, lors de la première séquence. Lorsqu'on réfléchit à la cybersécurité, il faut d'abord avoir une vision anthropologique, une vision de l'homme. Et lorsqu'on regarde les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, toutes ces grandes sociétés, et en particulier leurs dirigeants, ils ont tous une vision de l'homme, une vision de la société. Bill Gates, le fondateur de Microsoft, investit par exemple massivement dans le biomédical. Pour Google, ça va être l'homme transformé, l'homme augmenté,
l'homme rendu éternel par la technologie. Pensez également à Elon Musk, vous savez, celui qui a fondé PayPal, SpaceX, Tesla. Pour lui, un peu comme dans Matrix, nous vivons dans une simulation informatique. Donc, avant que Google nous rende éternels, pour l'instant, malheureusement, on est sûr qu'on va mourir. La deuxième chose dont on est sûr, en France, mais également partout dans le monde, c'est que les impôts vont toujours finir par nous retrouver. Quelques exemples de l'actualité récente. Les impôts français ont dit, eh ben, on va regarder un peu ce que vous faites sur les réseaux sociaux, pour être sûr qu'il n'y ait pas de discordance entre les revenus que vous déclarez et ce que vous affichez sur les réseaux sociaux. C'est sûr que si, sur les réseaux sociaux, on vous voit très souvent à côté de Lamborghini et que vous êtes RSA, il y a peut-être un petit problème. Ça fait déjà très longtemps que les impôts vers les mairies utilisent Google Earth pour savoir si vous n'avez pas installé une piscine chez vous que vous n'avez pas déclarée. Même les impôts disent, on va mettre en place des algorithmes pour détecter automatiquement les fraudeurs. Donc, dans la vie, on sait également que les impôts vont toujours nous retrouver. Ce qui est nouveau aujourd'hui, et c'est le 3, c'est que nous avons déjà été attaqués cyber. Nous sommes sans doute attaqués en ce moment. Qui, parmi vous, n'a jamais reçu un mail un peu bizarre, un mail qui vous proposait un cadeau, un mail de quelqu'un qui semblait être votre ami, qui vous demandait de l'argent, alors qu'il était perdu quelque part en Afrique. Donc nous avons déjà été attaqués, nous sommes attaqués aujourd'hui, nous serons forcément attaqués demain. Ça fait partie maintenant des choses dont nous sommes sûrs, c'est notre troisième certitude, qu'on va forcément être cyber-attaqué. Le 7, allez, permettez-moi de faire une toute petite publicité pour l'Université Bretagne Sud. Nous, à l'UBS, nous couvrons l'ensemble du spectre de la cybersécurité. Tant télécom, réseau, logiciel, que sécurité des composants électroniques eux-mêmes, des systèmes industriels et des systèmes embarqués, plus tout ce qui est facteurs humains, facteurs comportementaux. C'est ça le 7. Donc on va dire, permettez-moi l'expression, que nous avons les 7 ingrédients de la potion magique en cybersécurité. Je ferme ce petit clin d'œil. Ensuite, face à une nouvelle problématique, et la cybersécurité est clairement une problématique émergente, il y aura toujours 3 étapes. La première étape, c'est inutile. La cybersécurité, je ne sais pas ce que c'est, je ne veux pas entendre parler, ça m'embête, ça m'énerve, c'est un problème d'informaticien. Je ne veux pas le savoir. C'est ça la première étape. D'ailleurs, ces 3 étapes, on les retrouve quelle que soit la nouvelle problématique. Première étape, c'est inutile, je ne veux pas le savoir. Deuxième étape, c'est dangereux. Oh là là, je sais qu'il y a une menace, je sais qu'il y a un problème, mais je ne sais pas comment réagir, je ne sais pas comment m'organiser face à cette nouvelle menace. La dernière étape, eh ben, c'est évident. J'ai compris qu'il y a un problème et je me suis organisé en conséquence. Prenons, il y a 30 ans, le problème de la qualité. Il y a 30 ans, la qualité, la démarche qualité, était considérée par nos entreprises comme un empêcheur de tourner en rond, comme un facteur de lenteur, etc., qui ne servait à rien. Aujourd'hui, la démarche qualité est complètement intégrée dans le process de nos entreprises. C'est la même chose pour la cybersécurité. Lorsqu'on regarde les entreprises en France, globalement, les petites et moyennes entreprises sont en train de passer à de « c'est inutile » à « c'est dangereux ». Et de nouveau, pour simplifier, les grandes entreprises de « c'est dangereux » à « c'est évident ». J'ai complètement intégré la cybersécurité dans mon process de travail. Enfin, par rapport aux 3 étapes, il faut avoir à l'esprit la notion de coût de la non-qualité. Ça veut dire quoi, ça? Même chez vous, aujourd'hui, vous devez installer des détecteurs d'incendie. Et Dieu merci, l'incendie à la maison ou dans l'entreprise, c'est relativement rare. Rappelez-vous ce que je disais
il y a quelques instants. Nous sommes sûrs que nous sommes actuellement cyberattaqués. Nous le serons forcément demain. Donc ce coût de la non-qualité, c'est comment je me protège contre les attaques qui vont forcément venir, ou qui sont d'ailleurs déjà en cours. Globalement, hein, de nouveau, je simplifie à l'extrême, ce surcoût, ce coût de la non-qualité, il faut l'évaluer à environ 10% d'un projet. Parce que maintenant, tout, absolument tout, est numérique. Un volet, cybersécurité, qu'il faut bien prendre en compte dès la genèse, dès l'origine, dès le début, où on commence à penser, à parler de son nouveau projet. Allons, terminons cette séquence par quelques questions. Dans les 5 premières minutes après votre réveil, qu'est-ce que vous faites? Vous fumez une cigarette. Vous consultez votre smartphone en dehors de la fonction réveil. J'insiste, en dehors de la fonction réveil. Troisième question, vous faites l'amour. Quatrième question, vous faites les 3 en même temps. Ou alors là, rien de tout cela. C'est bon, vous êtes en train de lire les questions? Vous avez répondu? Très bien. Et maintenant, je vais essayer d'expliquer ces questions. Vous fumez une cigarette. Certaines études en neurosciences disent que lorsque nous sommes likés sur Facebook ou sous tout autre réseau social, le fait d'être liké, ça génère dans notre cerveau la même dose de dopamine qu'une cigarette. Et donc, ça crée un système d'addiction. Nous sommes de plus en plus, je mets des guillemets, addicts, intoxiqués aux réseaux sociaux. Parce que ça génère chez nous, rappelez-vous, cette dose de dopamine, je suis liké, et bien j'en veux donc toujours plus. Vous consultez votre smartphone. Globalement, 30% des Français, dans les 5 premières minutes après leur réveil, et bien donc la première chose qu'ils vont faire, c'est consulter leur smartphone. Les réseaux sociaux, les mails, les actualités, etc., etc. Je ne parle même pas des Français, ou d'ailleurs de l'ensemble des habitants du monde, qui même pendant la nuit, jettent un petit coup d'œil sur leur smartphone, où j'en suis par exemple sur les réseaux sociaux. Troisième question, vous faites l'amour. Ah ben non, maintenant, c'est plus possible. Certains universitaires américains disent fin des relations sexuelles en 2030. Parce que le smartphone aura, ou ces outils numériques, auront en quelque sorte tué la relation physique. Il y a un grand opérateur téléphonique français, il y a quelques mois, qui a posé 3 questions à ses clients. Première question, pendant 7 jours, est-ce que vous pourriez vous passer de vin? Deuxième question, est-ce que vous pourriez vous passer de sexe? Troisième question, est-ce que vous pourriez vous passer de votre smartphone? Les Français ont répondu, ah bah oui, pendant 7 jours, je pense que je peux me passer de vin. Je pense que je peux me passer de sexe. Ah ben non, je pourrais pas me passer mon smartphone. C'est pas possible. Je ne peux plus m'en passer. C'est devenu ma vie. Il y a même des maladies d'ailleurs qui apparaissent. Hein, le manque de smartphone, le stress que ça génère, c'est la nomophobie. Les 3 en même temps, c'est pas possible. Hein. Tout devient exclusif les uns des autres. Je parle même pas, je crois, des 2 à 3% des Américains qui font l'amour tout en regardant leur smartphone. Et bien sûr, éventuellement, on ne fait rien de tout cela, et peut-être que vous avez raison. Vous vous réveillez tranquillement.